Bien, mes chers collègues, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je déclare ouvert ce conseil municipal. Monsieur Texera, acceptez-vous d'être secrétaire de séance? Oui, monsieur le maire. Voulez-vous procéder à l'appel? Monsieur Gérard Trémège. Présent. Madame Doubrère. Présent. Monsieur Touillat. Madame Argounès. Monsieur Craspaille. Madame Castello. Monsieur Calatayoud. Présent. Monsieur Pourchier. Monsieur Forger. Monsieur Piron. Madame Cassagne-Rodriguez. Monsieur Calvo. Monsieur Malfait. Madame Suzac. Pouvoir à Madame Gasson. Madame Candebat-Réquet. Oh, elle arrive toujours en retard, pas grave. Madame Crancé. Monsieur Ben Saïd. Monsieur Larazabal. Monsieur Galiego. Madame Cressevert. Madame Cheniot. À donner pouvoir à Madame Crancé. Madame Le Gouas. À donner pouvoir à Madame Doubrère. Monsieur Perret. Il a donné pouvoir à Monsieur Rabois, mais où il est le pouvoir? On n'a pas eu. Je suis désolé, c'est pas un pouvoir. Donc, pas de pouvoir. On continue. Monsieur Logini. Monsieur Raboine. Madame Édouard. M'a donné pouvoir. Madame Gassan. Madame Huem. Monsieur Junca. Monsieur Vives. Madame Julien. Monsieur Lourdou. Madame Vieux. Monsieur Sémézard. Madame Rachidi. Mademoiselle Taman. Monsieur Goetz. Madame Edélie Buffat. Monsieur Chardenoux. Monsieur Chardenoux est excusé. Madame Donadille. Monsieur Montama. L'appel est terminé, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire. Alors, nous allons aborder l'ordre du jour. Je vous le rappelle. Le premier point concerne le compte-rendu des décisions prises par le maire. Est-ce que vous avez des questions sur ce compte-rendu des décisions prises? Monsieur Saint-Mézard. Oui, merci monsieur le maire. Donc, simplement quelques précisions par rapport à la signification de certains sigles, notamment sur le premier alinéa et le deuxième, RBS. J'aurais bien aimé savoir ce que ça signifiait. La ville de Tarbes donc a esté en justice contre RBS. Et le deuxième, Tarbes, Brumont et Joinneloup contre GRGIC. Juste savoir à quoi ça correspondait. Alors, RBS sont les banques suisses. R, c'est... Ah, pardon, excuse-moi, non. Royal Bank of Scotland, excusez-moi. Contre laquelle nous avons engagé une action dans le cas des emprunts toxiques, sur les bons conseils d'ailleurs qui nous ont été donnés dans ces rangs, ce qui veut dire qu'on écoute ce qu'on nous dit. Deuxième réponse, eh bien, Régix, c'est le nom d'un monsieur qui a agressé deux de nos agents, messieurs Brumont et Joinneloup. C'est son nom. C'est écrit comme ça, il n'y a pas de faute d'orthographe. Jrégic. Y a-t-il d'autres questions sur ces décisions prises? Monsieur Montama. Oui, simplement pour, si vous l'avez en tête, la précision, si on est en justice contre la Royal Bank of Scotland sur les emprunts toxiques, ça veut dire qu'on prend quelle position? Vous l'avez en tête ou qu'est-ce qui a modifié, qu'est-ce qui a motivé que nous partions en justice? Ce qui a motivé que nous nous engagions dans la voie d'une procédure, c'est d'abord le fait qu'on n'ait jamais de réponse à nos diverses sollicitations. Ensuite, que d'autres collectivités comme la nôtre qui ont subi les mêmes conséquences ont engagé des contentieux. Et puis enfin, les bons conseils que vous nous avez donnés, qui nous engageaient à en faire de même, et c'est ce que nous avons fait. Vous nous envoyez ravis. Mais comme quoi, vous voyez que les bons conseils, on les écoute. Pas d'autres questions sur les décisions prises? Bien, je vous demande maintenant si vous êtes d'accord pour adopter les procès-verbaux des conseils municipaux du 24 juin et du 2 juillet dernier. Avez-vous des remarques? Je salue Madame Candebat. J'avais prévu qu'elle serait en retard, mais vous l'avez dit qu'elle serait là quand même. Pas de remarques sur les procès-verbaux. Je vous demande si vous êtes d'accord pour les approuver.
Pas d'opposition? Ils sont approuvés. Je vous remercie. Je vous informe que j'ai reçu une question écrite de M. Lourdou et que nous l'examinerons en fin de conseil au terme de l'ordre du jour. L'ordre du jour maintenant, tel qu'il vous a été proposé, concerne la présentation. Il faut que je me retrouve. Voilà. La présentation du projet de délégation de service public de production et d'énergie calorifique, concession pour la conception, la réalisation, le financement et l'exploitation d'une chaufferie bois et d'un réseau de chaleur sur le territoire de la ville de Tarbes. Donc, on vous demandera votre avis et de choisir, si vous en êtes d'accord, après approbation du principe, de choisir le délégataire. Je vais donc passer la parole tout de suite à notre cabinet conseil qui a travaillé sur le dossier et qui va nous le présenter. Je vous passe la parole en vous remerciant de votre présence. Merci, Monsieur le maire. Bon, mesdames, Messieurs, je vais vous présenter donc le déroulement de la procédure qui va vous conduire à prendre une décision ce soir concernant l'attribution d'un marché de délégation de services publics pour la construction, l'exploitation et la gestion des services publics d'énergie calorifique. Bon. Alors, déjà que la sono n'est pas très bonne ici. Je suis Serge Defaille du cabinet de débat. J'ai travaillé avec deux collègues, Pierre Schneider du cabinet Energico, aujourd'hui Kéros, et Nibal El Alam du cabinet Calia Conseil. Bon. Nous avons commencé par faire une étude de faisabilité, une étude de cadrage technico-économique qui a été donc approuvée par la collectivité et sur la base de laquelle nous avons rédigé un dossier de consultation, donc le cahier des charges pour choisir le délégataire du service public. Alors, dans un premier temps, si vous voulez, l'objectif poursuivi par la collectivité, c'est de stabiliser la facture énergétique des futurs usagers, de promouvoir une énergie renouvelable qui est le bois énergie et de conforter la filière bois locale qui est dans les Hautes-Pyrénées. Bon. Si vous permettez, je vous précise que vous pouvez intervenir à tout moment de l'exposé s'il y a un point sur lequel vous souhaitez que des précisions vous soient données. Par exemple, moi je vais intervenir sur la première raison, stabilisation de la facture énergétique. Vous comprendrez qu'à l'heure actuelle, en particulier, quand on voit l'évolution des factures d'énergie, et vous le verrez tout à l'heure dans notre DM, je crois qu'il y a urgence, non seulement pour nous, pour l'ensemble des bâtiments publics, écoles, etc., crèches, mais également pour les usagers en général. Il y a intérêt de s'engager dans une voie qui assurera une dépense énergétique qui devrait représenter, alors je vais m'engager, mais vous me direz si cet engagement est une douce illusion ou si c'est quelque chose d'accessible, mais qui devrait dans les prochaines années, je dis bien, avec les évolutions prévues de l'électricité et du gaz, devrait permettre de réaliser des économies entre 15 et 20% au moins pour les usagers. Oui, alors Monsieur le maire, tous les usagers pressentis utilisent actuellement le gaz naturel, qui est une énergie qui a beaucoup augmenté depuis 10 ans, puisque son prix a doublé en 10 ans, donc ça représente une augmentation de 7% par an en moyenne. On ne peut pas savoir ce que sera l'avenir. On peut supposer que le gaz continuera à augmenter, mais en tout cas, on est sûr d'une chose, c'est qu'on va avoir une augmentation de 5 € par mégawattheure en 2016 du fait donc de la contribution climat-énergie qui va frapper le fioul domestique, le gaz naturel, le fioul lourd et le charbon, quoi. Donc on a au moins une taxe qui n'existait pas sur l'énergie fossile et qui va apparaître. Donc l'économie qu'on escompte effectivement sera de l'ordre de 15% en moyenne. Alors bien sûr ça variera d'un usager à l'autre parce que la situation de départ de chacun n'est pas la même, donc ça pourra aller de -5 à -20 pour certains bâtiments, mais on aura une économie substantielle. Si bien sûr les subventions souhaitées pour accompagner ce projet sont bien au rendez-vous, ce qu'on espère.
Alors les abonnés potentiels identifiés vous les avez dans le rapport que vous avez reçu, hein, la liste détaillée, c'est les bâtiments donc, de la ville de Tarbes, les écoles, la piscine du Grand Tarbes, les lycées, 5 lycées de la région Midi-Pyrénées, plusieurs collèges du département, des bâtiments, des logements sociaux de l'OP 65, le pôle universitaire, les bâtiments de l'État, les casernes, la gendarmerie, la préfecture, les établissements de santé, donc les 2 hôpitaux et les 2 cliniques, et d'autres équipements publics et privés qui sont sur le passage du réseau. Alors, on avait fait dans le dossier de consultation, on avait proposé 2 solutions. Donc d'abord, la chaufferie sera implantée sur un terrain qui appartient actuellement à l'hôpital et qui sera cédé donc à la ville, à côté donc du centre de transfusion sanguine. Et on avait fait un réseau donc, qui était dit restreint, qui alimentait les bâtiments du sud de la ville, donc l'université jusqu'à Sol-Azur, l'hôpital, les casernes, certains lycées, et une variante étendue qui va pratiquement jusqu'au centre des impôts et qui intègre la préfecture, le conseil général et d'autres établissements de la ville, de la région ou du département. Les candidats avaient l'option sur la solution dite restreinte et sur la variante obligatoire étendue. Alors, je rappelle quand même en 2 mots ce qu'est une délégation de service public. Donc, c'est un mode de gestion qui est prévu par la loi Sapin, donc, qui a été votée il y a 20 ans à l'initiative de l'actuel ministre du Budget, hein, quand il était dans un précédent gouvernement. C'est une loi qui permet donc de déléguer la conception, la construction et le financement des installations. Donc c'est totalement délégué à une société spécialisée. Ensuite, l'exploitation, la maintenance courante, le gros entretien, renouvellement, c'est important, et le maintien des ouvrages en parfait état de fonctionnement. Je précise qu'au terme du contrat, qui est de 24 ans, c'est un bien de retour, donc même si la collectivité ne l'a pas financé, elle récupère la chaufferie et le réseau normalement en état normal de fonctionnement. Un approvisionnement en combustible bois et en appoint gaz qui est assuré aussi par le délégataire. Et bien sûr, les relations avec les fournisseurs et les usagers sont aussi à la charge du délégataire. La durée d'exploitation est longue, elle est de 24 ans parce qu'on a un gros investissement, vous verrez tout à l'heure qu'il est très important, qui s'amortit sur du long terme. Hein. Et donc, on est comme dans tous les réseaux de gaz, d'électricité ou d'eau sur des amortissements de long terme. Alors, c'est 24 ans à compter de la mise en service complète des installations. Et cette durée d'exploitation, comme je l'ai dit, est fonction de la durée d'amortissement des ouvrages et des équipements qui est de 24 ans. Dans le cadre du lancement de la procédure, nous avions plusieurs exigences. Comme je l'ai déjà dit, 2 solutions à étudier, une solution restreinte, une solution étendue, mais aussi une exigence d'un taux de couverture par le bois d'au moins 90%. Donc, nous souhaitions que l'appoint gaz ne dépasse pas 10%. Les consommations prévisionnelles fixées au cahier des charges et sur la base desquelles les candidats devaient répondre impérativement, étaient de 32 600 MWh pour la solution de base et de 53 800 MWh pour la solution étendue. Alors ça ne vous dit pas grand-chose, mais un ordre de grandeur, un logement à Tarbes consomme environ, chauffage et eau chaude sanitaire, 12 MWh. Donc on est sur la solution étendue en équivalent logement, donc on n'a pas que des logements, parce que les casernes, les hôpitaux ne sont pas des logements, mais on raisonne en équivalent logement pour faire court, pas très loin de 4 500 à 5 000 logements qui seront donc équivalent logement, qui sont concernés par le projet étendu, qui se répartissent donc entre des bâtiments de la ville de Tarbes, ce sont les plus nombreux, mais en volume, ce sont des petits consommateurs. Les écoles ou les bâtiments communaux ne sont pas des gros établissements. Bien sûr, le conseil général et le conseil régional, les lycées et les collèges, c'est 23%. L'État, bien sûr, avec les casernes, 27%. Le résidentiel, donc les logements, 14%. Et les autres, notamment les hôpitaux et l'enseignement privé, 27%. Donc on a une répartition assez homogène entre grandes familles d'usagers potentiels.
La conduite de la procédure. Alors, la loi Sapin est une loi qui... Monsieur Defaille, de vous interrompre, moi, je crois qu'il est quand même important de dire que si on est là pour discuter aujourd'hui de ce projet très important, on n'est pas les seuls à le faire. Vous nous rappellerez un peu ce qui se passe sur l'ensemble du territoire national. Il y a beaucoup de villes qui sont engagées déjà dans cette voie et même dans notre département avec Vic-Bigorre. Mais si nous on s'engage, c'est que ce que vous avez appelé les clients potentiels tout à l'heure ont tous été approchés et qu'ils ont tous manifesté un intérêt évident pour demain bénéficier de ce service. Je crois qu'il est important de le souligner. Vous avez tout à fait raison. Et je tiens aussi à remercier les élus et les services de la ville de Tarbes qui nous ont beaucoup aidés dans ces contacts, hein, puisqu'il a fallu voir quand même pratiquement 80 usagers potentiels, quoi, hein. Donc en quelques dizaines de jours, on a fait un peu le tour de tout le monde. Alors l'engagement bien sûr des uns et des autres n'est pas au même niveau, mais on a reçu globalement un accueil plutôt positif et l'impression que nous avons, c'est que les signatures des polices d'abonnement se passeront sans grande difficulté. Bon. Sachant que certains des usagers sont aussi des usagers de Vic, puisqu'on va retrouver l'hôpital avec et les HLM aussi bien à Tarbes qu'à Vic. Alors, le déroulement de la procédure. Alors, ce que je voulais rajouter, monsieur le maire, qui est très important, qu'il faut que je vous ai déjà dit, mais que ne savent pas les élus, c'est qu'il y a d'autres, bien sûr, réseaux de chaleur au bois en France qui se montent depuis une dizaine d'années, certains de cette importance, mais dans des réseaux existants. Et à ma connaissance, c'est le plus gros projet avec création du réseau. C'est-à-dire qu'il y a des chaufferies bois aussi importantes dans d'autres réseaux de chaleur qui existaient déjà, à Lyon, à Nantes, à Dijon, à Besançon, mais les réseaux existaient avec du fioul, avec du charbon ou du gaz. Donc on a mis une chaudière bois à la place des chaudières gaz. Et à Brive, c'est une création, mais c'est plus petit. C'est plus petit. C'est une création aussi, Brive. Mais là, c'est à mon avis un projet vraiment très, très intéressant et très ambitieux de création de réseaux de chaleur ex nihilo. Donc la démarche a consisté donc à délibérer sur le mode de gestion dans un premier temps, à lancer un avis d'appel à candidature. On a eu donc plusieurs candidatures qui ont été retenues par la commission de délégation de services publics. Ensuite ont été remis les cahiers des charges donc à chacun des candidats. Les offres ont été reçues en février 2013 et nous avons auditionné, la commission de délégation de services publics a auditionné tous les candidats en avril 2013, au nombre de 3. Ensuite, se sont déroulées les négociations pendant plusieurs mois, d'avril à août 2013. Les négociations ont été conclues fin août 2013 et on est au stade de la délibération qui autorisera Monsieur le maire à signer, si vous le souhaitez, donc le contrat de délégation de service public avec le candidat pressenti. Les candidats qui ont remis une offre sont au nombre de 3. Donc Cofeli, qui est une filiale du groupe GDF Suez, approvisionnement en bois par sa filiale Soven. Dalkia SVD 41, Dalkia est une filiale de Veolia Environnement et d'EDF, approvisionnement par sa filiale BED. IDEX est une filiale d'une structure qui s'appelle Cube Infrastructure, donc le groupe Natixi, et qui avait prévu de s'approvisionner directement auprès de fournisseurs locaux. Alors, l'analyse comparative des offres des candidats, après la première audition, a montré que 2 offres étaient intéressantes, celle de Cofeli et celle de Dalkia. Cofeli avait un investissement plus faible et un tarif mieux disant avant la négociation. Dalkia avait une étude technique et énergétique assez pointue et un investissement un peu plus élevé. IDEX avait un plan d'approvisionnement bien travaillé, mais des coûts d'investissement et d'exploitation et des marges élevées qui aboutissaient à un tarif plus onéreux, plus de 15% par rapport aux coupes d'objectifs et aussi un écart très sensible par rapport à ces 2 concurrents. Bon, par ailleurs, IDEX avait proposé... C'est bien de rappeler le coût d'objectif, s'il vous plaît. Le coût d'objectif était de 85 €, on va le revoir sur un transparent, par mégawattheure TTC. Alors on raisonne TTC parce que la plupart des usagers ne récupèrent pas la TVA, la quasi-totalité, il n'y a que les industriels qui la récupèrent, que la TVA sur le gaz, sauf abonnement, mais l'abonnement c'est petit dans le gaz, et sur les travaux de maintenance est à 19,6, bientôt à 20%.
et que la TVA sur les réseaux de chaleur est à 5,5, bientôt à 5%. Donc on bénéficie de la baisse de 5,5 à 5, c'est un peu le hasard d'assimilation aux règles qui vont être appliquées au gaz et l'électricité. Donc si vous voulez, on est obligé de raisonner TTC puisqu'on compare effectivement ce que paye réellement l'usager. Alors IDEX avait proposé une variante libre qui n'était pas conforme aux prescriptions minimales qui est des charges, basée sur de la géothermie profonde et qui n'a pas été retenue. Alors l'avis de la commission après audition et la proposition faite par monsieur le maire a été de négocier avec deux des candidats après la première audition, Cofeli et Dalkia. Voilà quelles étaient les propositions au départ. Donc la référence 85 € par mégawattheure TTC. Je rappelle que pour mémoire, une maison, c'est à peu près 12 mégawattheures, 12-14 mégawattheures. Donc on est à peu près à 1 000 € pour un appartement de 70 mètres carrés. Et vous voyez, Cofeli avait une offre, donc il y avait deux, donc la solution de base et la variante. Donc Cofeli était le mieux disant donc au départ, et IDEX était le plus cher. Dans la solution variante étendue, les chiffres se rapprochaient, mais vous voyez, on était dans l'épaisseur du trait, ou même, pour Dalkia, légèrement au-dessus du coût d'objectif que nous avions fixé dans le cahier des charges, quoi. Bon, on était un peu habitué à cette configuration avant les négociations, mais c'est vrai que quand on ouvre les plis, la commission est toujours un peu déçue en disant « vous nous aviez dit que ça serait mieux que le coût d'objectif, et en fait, c'est pareil, voire légèrement supérieur. » Bon. Donc j'ai rassuré un peu tout le monde, les négociations commencent et nous allons essayer d'arriver à un prix plus intéressant. Alors nous avons eu deux séances de négociation avec chacun des candidats, en mai et en juin, avec beaucoup de points de discussion. Deux points ont été plus particulièrement abordés. Pardon, monsieur Defaille. Monsieur Lourdoux. J'adopte la règle du jeu qu'on va proposer. Sur le tableau précédent, il y a deux variantes suivant le niveau de subvention. Est-ce qu'on peut savoir à quoi lier cette différence de subvention prévisionnelle, quoi? 4,7 d'un côté, 7 de l'autre. C'est tout simplement que les projets sont de tailles très différentes. Il y en a un qui est d'à peu près 32 000 mégawattheures, donc qui concerne uniquement le sud de la ville. Et la deuxième était la variante étendue, donc il faut plus de subventions pour réaliser, si vous voulez, le projet à 54 000 mégawattheures. Et la longueur du réseau, bien sûr, est très... La puissance des choses passe de 10, dans un cas, à 18 km de long, quoi. Donc les subventions... peut-être de 9 à 10... Entre 8 et 9. Entre 8 et 9 pour la solution restreinte et 18 pour la solution étendue. Donc alors, ces subventions sont des estimatifs que nous faisons sur la base de la grille du fonds chaleur de l'ADEME. Mais ce n'est pas forcément des subventions qu'on obtient en réalité. On peut obtenir un peu plus, on peut obtenir un peu moins. C'est des ordres de grandeur qui nous ont paru vraisemblables. Pour la variante étendue, d'ailleurs, on les a réévalués parce qu'en pratique, après analyse des offres, on les a trouvés un peu sous-évalués. Alors, deux points ont été discutés avec les candidats. Un problème nous a posé un peu question avec Cofeli, qui avait exclu de sa fourniture, de son offre, 1600 mètres de réseau. En gros, les réseaux intramuros, c'est-à-dire que Cofeli livrait la chaleur à l'entrée de chaque établissement, et il arrive que certains établissements aient plusieurs chaudières gaz. C'est notamment le cas des casernes qui ont 4 ou 5 chaudières réparties dans l'établissement. Et il faut évidemment leur livrer la chaleur au pied de chacune de ces futures sous-stations qui remplacent les chaudières existantes, quoi. Donc on a posé des questions à Cofeli pour savoir comment il entendait financer ces 1600 mètres. On a pensé au départ que c'était à la charge de chaque usager. On s'est dit que ce n'était pas très réaliste. Les réponses de Cofeli n'ont pas été très convaincantes et finalement il a abandonné cette option. Il en est revenu au cahier des charges et il a réintégré dans le périmètre de la desserte ces 1600 mètres qui sont à l'intérieur des murs des établissements concernés. Dalkia avait fait un montage financier faisant appel à un tiers, le Pyrénées-Gascogne, qui aurait été subdélégataire. On a aussi posé pas mal de questions tout au long de la négociation sur cette option.
Il a donc été demandé aux candidats de faire toute la lumière sur leurs 2 propositions qui nous posaient problème. Et in fine, les candidats ont indiqué ne pas donner suite à ces options. Donc, Cofeli répondait bien sur le même périmètre que son concurrent et Dalkia financera bien sur fonds propres ou par emprunt le projet comme il le fait habituellement. Conformément au cahier des charges. Et conformément au cahier des charges de la consultation qui préférait évidemment ce financement direct. Excusez-moi, monsieur le maire, j'ai une question à vous poser. Le 28 août, quand on s'est vu sur la dernière proposition... Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Le 28 août, quand on s'est vu sur la dernière proposition, le financement par Dalkia passait toujours par le Crédit Agricole. Donc, excusez, non, je finis ma question. On devait se revoir pour finaliser le projet la semaine du 10 septembre, le jeudi, me semble-t-il, ou le mercredi. La commission a été annulée. Quand j'ai demandé pourquoi, on m'a dit que c'était la maison mère qui financerait. Je voudrais savoir ce qui s'est passé entre ces 2 réunions et pourquoi la deuxième commission n'a pas eu lieu. Voilà. Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison. L'offre de Dalkia comportait encore cette solution de financement. Il leur a été demandé de nous fournir des pièces justificatives pour montrer que leur capacité juridique et financière, la capacité juridique et financière du subdélégataire était bien identique à celle de Dalkia. Et finalement, ils ont répondu à la collectivité qui renonçait à cette solution et qu'ils financeraient en direct. Oui, mais alors, et de facto, la réunion qui était programmée pour accepter le principe de la subdélégation n'avait plus lieu. Elle est tombée puisqu'il n'y avait plus de subdélégataire et qu'on revenait au cahier des charges initial. Oui, mais alors question complémentaire, puisque normalement les dernières offres devaient avoir lieu le 2 août et qu'on devait donc statuer sur les offres du 2 août, vous êtes en train de m'expliquer qu'entre le 28 août et aujourd'hui, il y a eu quand même un changement qui est intervenu sans qu'on ait eu aucune commission pour légiférer sur la question. Si, monsieur le maire, puisque entre le 28 août et aujourd'hui, on passe de Dalkia Crédit Agricole à Dalkia Maison Mère. Il était programmé, je répète, vous me rectifiez, vous qui êtes spécialiste, une réunion complémentaire. On l'avait annoncé à l'issue de la réunion à laquelle vous étiez. On avait dit, bien, on fera une réunion dans quelques jours, précisément pour prendre acte et accepter la solution avec le subdélégataire. Mais ça ne changeait absolument rien aux propositions qui étaient faites sur les modalités, les tarifs, etc. C'était uniquement le montage de leur financement, en fait. Et quelques jours avant la réunion, on a reçu une information nous disant finalement, on ne fait plus avec le subdélégataire, on revient à la solution telle que proposée dans le cahier des charges, nous financerons sur nos fonds propres comme le font les autres. Et de fait, la réunion n'a pas eu raison d'avoir lieu. Oui, mais enfin, il y a un problème, c'est que depuis le départ, on nous explique que Dalkia cherche un subdélégataire parce qu'il n'a pas les épaules pour assumer lui-même le financement. Et voilà qu'en 10 jours, on nous explique que maintenant, Dalkia aurait donc les moyens de Désolé, vous porter faites une erreur, madame. Pardon ? Personne, non. Si vous-même, monsieur le maire. Non, 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 madame. Personne n'a jamais dit que Dalkia n'avait pas les épaules. On a bien acté le fait que la solution qui était proposée par Dalkia avec un subdélégataire avait pour objectif de ne pas inscrire l'endettement lié à ce projet dans leur compte en choisissant un subdélégataire pour le financement. C'était la seule raison. Moi, je ne me permettrai pas de porter un jugement sur les épaules financières de Dalkia et sur les partenaires de Dalkia. On a simplement dit, on a compris, vous voulez faire ça parce que vous ne voulez pas endetter votre société. Et c'était la vérité. Bon, ensuite, quand ils ont vu que ça ne nous plaisait pas beaucoup, je présume, monsieur Defaille... Je crois que, madame, puisque vous avez participé aux différentes réunions de la commission, je crois qu'on peut rappeler que monsieur le maire, mais tous les membres de la commission, étaient plutôt réservés par rapport à cette solution de subdélégation, quoi. Et donc, effectivement, quand Dalkia, alors, pour des raisons qui sont peut-être liées à son incapacité de fournir les pièces juridiques et financières qu'on lui a demandées pour le subdélégataire, est revenu à une position classique. La collectivité lui a envoyé un courrier en demandant, en lui faisant bien préciser que ça ne changeait aucun autre élément de l'offre,
C'est-à-dire que ni le tarif, ni l'engagement pris sur tous les points de change, finalement, je dirais que tout le monde a été assez satisfait qu'une solution juridico-financière un peu plus complexe et un peu plus incertaine, disons, hein, que le financement en direct par le groupe Dalkia, comme ça aurait été le cas par le groupe Felali, soit remis à l'ordre du jour, quoi. Dire que c'était incertain, mais c'était avec le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, dont leur partenaire, ils créaient une filiale avec le Crédit Agricole, leur partenaire était financièrement fiable, mais c'est le montage qui était compliqué, qui ne nous plaisait pas beaucoup. Ils l'ont compris, et arrivant au terme de la procédure de choix, ils nous ont fait savoir, juste avant, quelques jours avant qu'on fasse la réunion pour agréer le subdélégataire, que finalement, ils financeraient sur leurs fonds propres, et donc plus de subdélégation. Pour être parfaitement transparent... non, justement, ce n'est pas parfaitement transparent. Attendez, j'essaye de... Parce que moi, on a découvert effectivement cette situation. Non, mais si vous permettez quand même que je vous redonne un mot. Moi, quand même, on est sur une délégation de services publics avec une actualité qui touche la mairie de Tarbes. On est sur une délégation de services publics avec Dalkia, Ducastin et Gallego. On a fait toute une... Non, excusez-moi, monsieur le maire, mais cela, on ne peut pas faire l'impasse parce que ça fait partie des faits réels. On a construit cette délégation de services publics, en plus, me semble-t-il, en prenant les formes. Et j'en suis garante puisque j'étais présente. Ceci dit, au bout du processus quand même, depuis le départ, on émettait des doutes sur Dalkia et les modes de financement. Au moment où la question peut se résoudre et où on peut finaliser la chose, il y a une réunion qui est annulée, alors qu'elle devait avoir lieu, avec quand même une information qu'avant de recevoir le document final, je n'avais pas en tant que tel. Permettez-moi de vous dire qu'il y a un problème de transparence qui est regrettable, tout simplement, et qui aurait mérité qu'on tienne... Quelles sont, madame, quelles sont les questions précises auxquelles vous souhaitez des réponses? Maintenant, permettez-moi de vous dire que je n'apprécie pas du tout, mais alors pas du tout, les références que vous faites à une actualité absolument dégueulasse qui n'a rien à voir avec la mairie de Tarbes, mais qui a pour objectif de me démolir, je trouve ça dégueulasse. D'ailleurs, je crois que vous-même, à l'époque, vous n'appréciez pas ce type de méthode. J'ai l'impression que vous avez changé d'avis, ça me surprend un peu. Non, pas du tout. Ça me surprend un peu. Surtout quand vous dites à la presse que vous ferez faire un audit sur la ville de Tarbes. Moi, je vais vous dire, quand j'ai été élu maire ici, j'ai fait faire un audit, mais je me le suis gardé pour moi. Je me le suis gardé pour moi et j'aurais très bien pu, croyez-moi, en donner des commentaires. Alors maintenant, vous pouvez faire tous les audits que vous voulez et je peux vous dire que nous sommes particulièrement clairs. Vous avez participé à presque toutes les réunions, je dis bien presque, même si souvent vous étiez obligé de sortir pour des raisons personnelles. Peu importe, peu importe. Vous-même, à la dernière réunion, avez dit ben oui, finalement, c'est Dalkia la meilleure proposition. Que Dalkia ait choisi Gallego et Ducastin, mais ce n'est pas mon problème. Et ce n'est pas en vertu des partenaires que Dalkia s'est choisi que nous allons nous déterminer. Nous déterminerons, si on se détermine, on le verra bien, si on se détermine, nous terminerons sur les qualités qui ont été inscrites dans le cahier des charges et les réponses qui nous seront données, sur le montant d'investissement, sur le service qui sera rendu à nos concitoyens et à quel prix, rien d'autre. Après, ils choisissent qui ils veulent. Je m'en fous, moi. C'est pas mon problème. Écoutez, monsieur le maire, je vais finir ce que j'avais commencé. D'abord, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Écoutez, monsieur le maire, non. Moi, vous n'arriverez pas à me stigmatiser, surtout que je suis claire de ce point de vue-là. Par contre... Moi aussi, madame, je suis très claire. L'actualité fait que quand on parle de délégation de services publics collectivement, la collectivité, justement, est garante de l'intérêt général. Alors, autant prévenir que guérir. Je suis désolée. Moi, j'aimerais pas me retrouver avec Dalkia dans la situation où on se retrouve sur les abattoirs demain. Parce que ça coûterait trop cher à la ville de Tarbes. Donc, à partir de là... Mais ma préoccupation est simple. C'est que j'ai été convoquée à une réunion qui devait avoir lieu, me semble-t-il, le 10 ou le 11 septembre. C'était le mercredi. Avec un certain nombre... C'est dommage qu'on ne borde pas une délégation de services publics. Donnez-moi Pour le reste, j'aurai une intervention générale. Et permettez-moi de vous dire que vous ne me ferez pas taire. Madame Vieux, puisque vous faites référence au problème des abattoirs, ben je me permets de vous dire que pour l'heure, même si ça vous ennuie un peu, eh bien on n'a aucun problème. La délégation, elle se poursuit normalement.
les loyers nous sont payés normalement, et vous remarquerez que, eh bien, il n'y a plus de buzz sur le sujet. Je sais que vous auriez bien aimé capitaliser là-dessus. Monsieur le maire, eh bien, convocation du 11 septembre 2013. Ordre du jour, examen et validation des capacités du subdélégataire du groupement d'Alkia SVD 41. Exact. C'est exact. Eh bien, puisqu'il n'y a plus de subdélégataire... Bon, allez-y, monsieur Defaille. Alors, si vous voulez, Madame Vieux, bon, nous avions effectivement prévu cette réunion de délégation de service public pour valider les pièces juridiques et contractuelles que devait fournir le subdélégataire et pour montrer qu'il avait une capacité juridique et financière identique à Dalkia. Bon. Manifestement, alors pour des raisons que nous ignorons, que mon cas j'ignore, ils n'ont pas fourni ces pièces en temps voulu et ils nous ont dit voilà, nous ne sommes pas en mesure de vous les fournir, donc nous allons financer de façon classique, en direct, et nous abandonnons le principe de la subdélégation. Nous allons financer comme on finance habituellement la plupart des délégations de services publics sur fonds propres par le groupe ou par emprunt. Donc effectivement, alors l'objet de la réunion tombait d'elle-même puisque la subdélégation était abandonnée elle-même par le candidat qui n'avait plus le souhait ou la possibilité de mettre en œuvre cette option qu'il avait lui-même réclamée. Mais par contre, ça ne change, je vous confirme que ça ne change strictement rien, pas un iota au contenu de sa proposition qui n'a pas bougé sur le tarif, sur l'investissement, sur la durée, sur les modalités techniques, contractuelles et financières. Ça change simplement une chose, c'est qu'on aurait pu tout simplement tenir cette commission qui était utile à une délégation de services publics et que ça m'aurait évité de faire l'intervention que je viens de faire. J'ai compris. Voulez-vous répéter ce que vous venez de dire, s'il vous plaît? J'ai pas entendu ce que vous venez de dire. Ça s'appelle la démocratie. Ça m'aurait évité de faire l'intervention que je viens de faire, je dis tout simplement. Si vous voulez bien, est-ce que je peux poursuivre sur le contenu de la proposition Ok, merci. Alors, les offres finales telles qu'elles ont été présentées à la dernière... Vous rappeliez une chose quand même, c'est que la commission à laquelle était invitée notamment Madame Vieux, c'est moi qui l'ai voulu, c'était même pas obligatoire. C'est moi qui ai voulu que cette commission ait lieu pour que tout le monde puisse être informé du déroulement des offres, des procédures, etc. On aurait très bien pu arriver ici aujourd'hui avec des propositions. Pardon ? Il me semble que cette commission fait tout simplement partie d'une délégation de services publics. Pas celle-là, non, pas celle-là. Je suis désolé. Pas celle-là. Moi, je voudrais... On va peut-être parler sur le fond, peut-être, qui est... Monsieur Defaille, s'il vous plaît, j'aimerais que vous disiez... Monsieur Caillot, vous voulez dire quelque chose? Juste préciser que dans le cadre d'une délégation de service public, la commission de délégation de service public intervient au moment de désigner les candidats qui seront retenus pour la négociation et son rôle s'arrête là. Monsieur le maire a souhaité effectivement pour pleine transparence qu'elle se réunisse à nouveau et quelle est la présentation par Monsieur Defaille de son analyse, de l'analyse du cabinet Calia et ainsi de suite, en pleine transparence. Après, effectivement, la commission qui était prévue une semaine plus tard pour accréditer la subdélégation prévue par Dalkia SVD 41, n'ayant plus de subdélégataire, n'avait plus de raison de se tenir. Par ailleurs, moi je ne veux pas être désagréable, mais je trouve un peu fort de café que vous ayez ces propos pour une réunion qu'on a été obligé d'annuler parce qu'elle n'avait plus d'objet, alors que des réunions qui avaient des objets bien précis, vous n'y êtes pas venu souvent. Alors, mais ceci étant, je ne veux pas juger. Je vous propose de regarder les procès-verbaux qui accompagnent la délégation de service public, vous vérifierez vous-même. Organisées et que vous ne pouvez pas y venir, on ne dit rien. Mais quand il y en a une qu'on annule et que, bien évidemment, personne n'y vient, alors là, ça vous choque. Maintenant, Monsieur Defaille, parce que moi, j'en ai rien à cirer. Hein. Honnêtement, que cette délégation, on la décide aujourd'hui ou dans 6 mois après les élections municipales, ce n'est pas mon problème. Je voudrais que vous expliquiez quelles risquent d'être les conséquences à l'égard de l'engagement du Fonds Chaleur. C'est tout. Alors, on va y venir peut-être. Je vais terminer peut-être la comparaison des offres et je vais répondre à votre question parce qu'il y a un transparent qui est prévu à ce sujet. Alors,
on a comparé, donc après les négociations, bien sûr, c'est le principe de la délégation de service public. Chaque candidat a modifié le contenu technique, financier et contractuel de chacune des offres. Comme je vous l'ai dit, sur le plan tarifaire, les offres sont très proches l'une de l'autre. 77,35 € par mégawattheure pour Cofeli et 75,76 pour Dalkia. Alors, je précise bien à périmètre de desserte identique pour les deux candidats, c'est-à-dire avec les 80 sous-stations desservies, avec 54 000 mégawattheures délivrés et avec donc des chaudières et des réseaux en capacité de délivrer cette chaleur à tous les usagers. Bon. Donc, Dalkia est un peu moins disant, donc il y a 2 € d'écart, un peu moins de 2 € d'écart entre les deux candidats. Alors, les offres ont été présentées donc à la commission DSP. Après discussion en commission, monsieur le maire a décidé de retenir la société Dalkia comme délégataire du service public et de soumettre ce choix au conseil municipal. Alors, les raisons du choix. Il y en a plusieurs. Bon, sur le plan tarifaire, on vient d'en parler, l'offre de Dalkia est un peu moins chère. Sur le plan économique et financier, il y a une meilleure optimisation du coût du combustible bois, des charges de structure et du niveau de résultat, ce qui explique d'ailleurs que le tarif soit un peu plus bas. Dalkia a fait une proposition de raccordement de maisons particulières le long du réseau. Une formule de révision permettant une meilleure stabilité du tarif avec notamment pour 2 des termes de l'abonnement, une part fixe de 10%, qui a un effet stabilisateur. Sur le plan technique, il a proposé une solution assez intéressante qui est un ballon à hydroaccumulation de 1500 m3, en constatant qu'effectivement à Tarbes, il y a un assez gros écart de température entre la nuit et le jour. Les chaudières sont donc très sollicitées la nuit et beaucoup moins le jour, et ce ballon de 1500 m3, les chaudières peuvent le charger en quelque sorte le jour, et on utilise cette réserve d'énergie donc le matin, lorsqu'on remonte en régime de température vers 19 degrés dans tous les établissements, et donc la nuit quand on est en insuffisance de puissance au niveau des chaudières bois. Dalkia a eu aussi une bonne idée, c'était de remettre dans le périmètre du réseau les chaudières de certains abonnés pour l'appoint gaz, notamment les chaudières des casernes et de l'hôpital. Ce qui permettait d'avoir une absence d'appoint gaz dans la chaufferie centrale, donc une installation soumise à déclaration qui est une instruction plus simple et plus rapide. Enfin, sur le plan environnemental, Dalkia avait un taux de couverture bois de 92%, alors que son concurrent respectait strictement le cahier des charges à 90%. Donc ça, c'est grâce au ballon à hydroaccumulation qui permet de gagner quelques pourcents de taux de couverture. Et enfin, un plan d'approvisionnement plus abouti, notamment des contrats signés avec les fournisseurs sous-traitants, alors que son concurrent a fourni de simples lettres d'intention. Donc, l'ensemble de ces éléments mis bout à bout, qui sont pris isolément les uns des autres, relativement, je dirais pas mineurs, parce que bon, les contrats signés, c'est important, le ballon à hydroaccumulation, c'est important, font qu'effectivement l'offre de Dalkia est apparue après discussion, et je crois qu'il y avait un consensus dans la commission à ce sujet, en disant finalement les offres sont proches l'une de l'autre, quelquefois on a des écarts plus importants et le choix est plus facile, mais là la commission donc de façon assez générale a convenu que Dalkia avait fait l'offre la mieux disante et également la moins disante. Mais il y avait autre chose, me semble-t-il, les coûts des branchements, c'est pas le même? Les coûts des branchements pour les particuliers, oui, étaient inférieurs. C'est pas les raccordements des maisons particulières avec des coûts de branchement inférieurs. Mais oui, ce n'est pas les mêmes. Vous pouvez les donner, s'il vous plaît? 1 200 € par maison pour les maisons particulières. Pour Dalkia. Non, c'est pas ça. De mémoire, moi je parle de mémoire, parce que quand je vais aux réunions, je regarde et les chiffres, je retiens quand même. Il me semble qu'il y en avait un qui proposait 3 500 € pour le branchement et 1 500, je ne sais plus pourquoi, et l'autre c'était 1 500 et 500. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est la gratuité au premier raccordement et c'est une somme qui est après... Voilà, même gratuité au premier. Gratuité au premier branchement. C'est ça. Il y a Dalkia qui propose la gratuité du premier raccordement pour les usagers qui sont au moment domestique, au moment de la réalisation du réseau. Et après, de mémoire, il monte à 1 500 € plus tard. Voilà. Et
Et Dalkia, Cofeli, pardon, en premier établissement, il demande un forfait de 500 € TTC, plus frais réels si la distance est supérieure à 10 mètres. Et ensuite, ça sera un raccordement pour un forfait de 3 500 € TTC pour une distance de raccordement inférieure à 10 mètres. Un peu la mémoire des chiffres, vous voyez. Et je suis étonné que vous n'ayez pas parlé de cette différence aussi. J'ai parlé des particuliers, mais effectivement, je n'ai pas parlé des frais de raccordement. Et la gratuité de Dalkia fait suite effectivement aux réunions de négociation que nous avions eues avec eux. Alors, donc, voilà le projet architectural de la société Dalkia. Et donc, j'en viens à votre question, monsieur le maire, concernant les subventions. Nous avons effectivement actuellement un fonds chaleur à l'échelle nationale qui est géré par l'ADEME et qui est doté de environ 250 millions d'euros. Ce fonds chaleur sert à financer ces projets. Il est souvent abondé par des financements des régions, quelquefois du FEDER. Et ce que nous faisons, c'est que nous basons l'évaluation économique et le tarif sur une évaluation de principe des subventions qu'on espère obtenir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a réévalué de 7 à 8,5 millions vu l'ampleur du projet, la subvention attendue pour la solution étendue. Et vous voyez une ABAC qui figure dans le contrat et qui permettra de réajuster à la hausse ou à la baisse le tarif en fonction du montant des subventions réellement obtenues. Comme vous pouvez le voir, si 8 500 000 € de subventions sont obtenues, on aura un tarif qui se situe autour de 75 €. Et l'impact pour 500 000 € de subventions en moins est de l'ordre de 2 €. On serait à 77 €. Je reprécise qu'effectivement, l'impact de la contribution climat-énergie sera de 5 € par mégawattheure. Donc, on est en dessous de l'impact de la future taxe. Donc, il n'y a pas une incidence majeure si les subventions qu'on espère, évidemment à 8,5 millions, ne sont pas exactement là à l'arrivée. Il y a une deuxième... Alors ça, c'est une condition suspensive, c'est-à-dire que le contrat, une fois signé, ne prendra son plein effet que si ces subventions sont réellement obtenues autour de cette valeur cible. Il y a une deuxième condition suspensive, c'est l'accord de principe des principaux abonnés. Donc, l'engagement ferme du programme ne peut se faire que si 80% des puissances souscrites attendues sont à minima signées par les différents usagers. Je repose ma question, monsieur, c'est pas neutre. Si nous nous engageons avant la fin de l'année, on peut raisonnablement compter sur le montant de cet investissement, d'après ce qu'on me dit, moi je ne connais rien. On peut raisonnablement compter sur une subvention de l'ADEME de 8 500 000 €, pareil pour les deux candidats. Par contre, si on prend la décision l'année prochaine, que risque-t-il de se passer? Moi, on me dit que là, ça risque d'être très différent. Donc, on sait effectivement qu'actuellement, le fonds chaleur n'est pas épuisé, donc cette année, donc il reste des crédits jusqu'à la fin de l'année et qu'il serait effectivement bien de déposer la demande de subvention le plus vite possible, et si possible pour passer à la Commission nationale des aides du mois de novembre, puisque bon, il faut qu'il y ait une préinstruction et il y a une commission en novembre. Pour l'an prochain, il y aura effectivement des reconductions de crédit, mais on n'en connaît pas exactement le montant, ni modalité, ni le nombre de candidats qui vont se présenter pour obtenir des aides du fonds chaleur pour financer les réseaux. Donc plus les choses iront vite, mieux ça sera, étant entendu que si on dépose cette demande dès maintenant, et si elle n'est pas instruite dans les délais suffisants, elle pourra passer dès janvier ou dès février, sur le prochain budget. Mais il serait bien de pouvoir passer sur le fonds chaleur de l'année 2013. Chose à ajouter? Oui, alors, allez-y alors. L'exécution du contrat, donc il y a la levée des clauses suspensives. Les clauses suspensives étant levées, les formalités administratives se font parallèlement à la phase de commercialisation. Donc le dossier d'installation classée, le permis de construire, la réalisation des travaux en phasage avec les services de la ville à partir d'avril 2014, la mise en service de la première tranche en octobre 2014, une mise en service complète des installations en octobre 2016. Donc c'est un programme de travaux qui s'étalerait sur 3 ans. Et bien qu'il n'y ait pas de subdélégataire, il y aura création d'une société dédiée, filiale à 100% de Dalkia, qui permettra une transparence des comptes
et un meilleur contrôle du service public par la collectivité, puisque la comptabilité sera effectuée uniquement pour le service public de la ville de Tarbes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien. Qui souhaite intervenir sur le sujet? Monsieur Lourdoux. J'aurais des questions sur le deuxième objet de ce projet, c'est-à-dire conforter la filière bois locale. Quelles informations peut-on avoir sur ce qui va en être des fournisseurs de ce bois? Alors, c'était effectivement un des points, je l'ai dit assez rapidement, mais j'y reviens, qui militait en faveur de Dalkia. Donc, les deux candidats ont proposé de confier l'approvisionnement à une de leurs filiales à 100%. Évidemment, cette proposition abrupte comme ça ne nous convenait pas et on leur a demandé de nous préciser quels seraient leurs sous-traitants, hein, puisque ce n'est pas la société filiale de Dalkia ou de Cofeli qui va approvisionner la chaufferie. Donc, on leur a demandé non seulement d'identifier les sous-traitants avec lesquels ils avaient travaillé, mais aussi de passer des contrats et d'annexer ces contrats signés au contrat de concession. Alors, Dalkia l'a fait. Hein, donc, on a des contrats avec Occitania Biocombustibles, qui sont donc le groupement des coopératives forestières donc du groupe Alliance. Hein. Donc, on a eu un contrat avec Sanguinet et Lagage, hein, un contrat avec DP Énergie, et avec donc la liste des fournisseurs est indiquée, et les contrats sont annexés pour 100% des volumes. Donc, c'était une différence importante par rapport à Cofeli, qui a, avec les mêmes fournisseurs d'ailleurs, hein, produit simplement des lettres d'intention qui n'avaient pas la même valeur juridique. Donc, on sait aujourd'hui qui fournira, et la collectivité a les moyens de contrôler et de sanctionner son délégataire si, pour des raisons non valables, il change de fournisseur. On sait avec qui il a contractualisé, et c'est signé et annexé au contrat de concession. Et c'est des fournisseurs qui sont dans un rayon de moins de 80 km autour de Tarbes. D'autres questions? Marie-Pierre Vieux, soyez gentille un peu avec moi. Mais non, mais moi c'était pour donner quand même mon opinion sur la question. D'abord, bon, moi je tiens quand même à dire que je trouve que ce projet prend en compte un aspect social au départ qui nous paraît important, parce que vous l'avez dit, on a regardé les quartiers de Tarbes qui allaient être irrigués. Il y a des grosses infrastructures collectives, je pense à l'hôpital, qui est extrêmement important pour le chauffage bois, mais il y a également tout le quartier de Seulazur, le quartier Henri IV. Je tenais à le souligner parce qu'au départ, quand même, cette délégation de service public valait si on intégrait cet aspect-là. Je pense en effet, comme vient de le dire Henri Lourdoux, qu'il faut veiller à ce que le caractère bois local soit pris en compte, avec le fait que, si j'ai bien compris, la délégation de service public n'impose pas non plus que tout soit pris dans le local, et que si les charges augmentent, on peut se fournir ailleurs. Mais bon, nous, en tout cas, dans le cahier de charges, mettre le maximum de contraintes. Et ensuite, je voudrais des précisions sur la sortie, sur au bout du bout, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, je ne vous cache pas que nous, au départ, on a interpellé plusieurs fois d'ailleurs le maire sur cette question, on était pour envisager la piste publique plutôt qu'une délégation de service public. On est conscient que l'investissement initial est très lourd et qu'aujourd'hui, notre collectivité ne pourrait pas le supporter, et que donc le passage par un prestataire comme Dalkia ou Cofeli peut le permettre. Par contre, je voudrais savoir comment peuvent se passer les sorties, mais même si ça nous renvoie à un quart de siècle, mais peut-être avant, quoi. Voilà. Alors, bonne question, s'il vous plaît. Alors, il y a trois questions. Hein. Oui, très bonne question. La première, sur l'aspect social, vous avez tout à fait raison de dire qu'il est très important qu'effectivement les bailleurs sociaux puissent être accordés et bénéficier d'un tarif de l'énergie moins cher que le gaz qui va aller en augmentant. Il y a
j'ai un petit regret, mais je pense que c'est un regret provisoire, si vous voulez, parce que ça se fera un jour. Il y a 2 gros immeubles de logements sociaux qui ne seront pas raccordés parce qu'ils ont des chaudières individuelles gaz. C'est les HLM de Bussy, du quartier de Bussy, et c'est en face de la préfecture, chez Promologie Rothschild. Donc actuellement, il faudrait faire des modifications très importantes pour les raccorder. Mais je pense qu'un jour, ces bailleurs sociaux auront la volonté de passer sur le réseau, donc financeront des colonnes montantes, des gaines paliers et des mini-sous-stations d'appartements, parce que ça concerne plus de 200 logements dans un cas et 300 dans l'autre. Donc il y a potentiellement 500 logements sociaux dans le cadre d'un dialogue que le délégataire aura, j'espère, avec ces bailleurs sociaux qui passeront un jour sur le réseau. Sur l'aspect approvisionnement en combustible bois, sauf cas de force majeure ou raison valable, Dalkia devra s'approvisionner auprès des gens avec qui il a contractualisé. C'est-à-dire que je pense que la ville va désigner un bureau de contrôle, comme le font en général les collectivités, et mon confrère aura, j'espère, à cœur de vérifier que les factures qui sont fournies à la collectivité, que fournira le délégataire à la collectivité, les factures de fourniture de combustible bois viennent bien des entreprises qui ont contractualisé et qui sont dans un périmètre de moins de 80 km autour de Tarbes. Donc ça, normalement, il y a un outil juridique pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérive en la matière. Alors sur l'aspect fin du contrat. À la fin du contrat, effectivement, vous avez raison, c'est un peu la zone de tous les dangers. Soit le délégataire se dit « je vais être renouvelé », donc il fait les yeux doux à la collectivité, soit il n'a pas très bien travaillé, il se dit je vais pas être reconduit, et donc il faut que le bureau de la collectivité, les services et le bureau de contrôle fassent exécuter ce qu'on appelle les travaux de gros entretien réparation pour que le service public soit en bon état de fonctionnement à la fin du contrat. À ce moment-là, comme je vous l'ai dit, c'est un bien de retour. Donc il y a 2 possibilités qui s'offrent à la collectivité. C'est la mise en régie, c'est tout à fait son droit. Elle a eu un délégataire, elle considère qu'elle a la capacité de gérer elle-même le service public, elle peut le faire au terme du contrat. Elle peut le faire dans la durée du contrat s'il y a une faute grave du délégataire, mais c'est quand même assez exceptionnel. Et c'est quand même quelque chose qui ne se pratique pas, on attend en général les fins de contrat. Ou alors, il y a une nouvelle consultation pour choisir un nouveau délégataire, donc un nouveau cahier des charges, éventuellement à cette occasion une extension du réseau, des modifications évidemment malgré les travaux d'entretien qui ont été faits qui s'imposent, et il y a une renégociation du contrat avec le délégataire en place s'il souhaite se représenter, mais aussi avec d'autres candidats, et il n'est pas toujours certain de reconduire le candidat qui était en place, quoi. Donc les choses sont bien cadrées dans le contrat. Il y a 2 ou 3 pages qui précisent bien dans quelles conditions cette fin de contrat va s'effectuer, mais il faudra effectivement que la collectivité soit très vigilante à ce moment-là pour que ça se passe dans de bonnes conditions. C'est vrai que quelquefois, on a des mauvaises surprises en fin de contrat. Je voudrais, avant qu'il y ait d'autres questions, éventuellement donner quelques chiffres sur ce que représente ce projet. C'est un investissement de 25 millions d'euros d'investissement donc sur la ville. C'est 80 000 heures chantier, donc 4 000 heures réservées à l'insertion professionnelle par l'emploi. C'est 25 000 tonnes de bois local valorisé, ce que vous venez de dire. C'est 30 emplois créés localement, durables, non délocalisables. C'est 330 000 tonnes de CO2 évitées sur la durée de la concession. C'est une chaufferie bois de 16 MW, 100% bois, 100% verte. C'est 72 abonnés identifiés pour l'instant avec des déclarations d'intention, mais comme vous l'avez souligné, conditions suspensives, sinon bien évidemment l'investisseur ne va pas s'engager, y compris pour les subventions. 55 000 MW livrés, 18 km de réseau sécurisé grâce à 2 chaufferies gaz de 14 MW décentralisées en appoint, secours. Voilà, des choses qui ont déjà été redites, mais qu'il était bon de rappeler. Est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur Goetz. Non, est-ce qu'on pourrait avoir quelques précisions sur le montant des subventions espérées? Vous nous dites que vous comptez sur 8,5 millions
du fonds chaleur de l'ADEME, que si ce n'est pas signé avant la fin de l'année, on peut se demander si l'année prochaine ça sera... Bon, ce qui est un raisonnement pour le moins oiseux. Simplement, je voudrais savoir si, hormis l'ADEME, il y a d'autres possibilités de subvention. Je laisse le soin à M. Defaille de répondre, puis ensuite je demanderai au conseiller régional si la région veut nous accompagner pour que, en cas de défaillance de l'ADEME, on puisse rester sur les mêmes niveaux. M. Defaille. Alors, ce chiffre, effectivement, on ne l'a pas sorti de notre chapeau. Hein. Il y a une grille qui est publique, hein, qu'on appelle la grille du fonds chaleur, et que l'on applique, et qui porte sur 2 points. La chaufferie est financée de la façon suivante. On prend en compte les tonnes équivalent pétrole sorties chaudière. Donc, il y a toute une grille dégressive qui s'applique et on obtient un montant pour la chaufferie. Et pour le réseau, on a une assiette qui est de 55% du coût du réseau avec des plafonds par section de réseau, puisqu'effectivement, il ne faut pas dépasser un certain plafond. Alors, quand on applique cette grille, on est un peu en dessous des 8,5 millions, on est à 8,2 millions. Mais l'ADEME et la région, puisqu'ils travaillent ensemble, et éventuellement d'autres financeurs, peuvent augmenter ou diminuer légèrement ce qui ressort de la grille, en fonction de la viabilité du projet, quoi. Donc après, il y a évidemment, pas une négociation, mais des discussions, disons, avec les services instructeurs. Donc il y a un aller-retour entre la collectivité, son délégataire, l'ADEME et la région. Même si c'est le délégataire qui s'en occupe, la collectivité est tenue au moins informée du déroulement de ces discussions. Et on finit par caler, effectivement, en général, un chiffre qui est voisin de celui qu'on avait envisagé dès le départ. Bon, comme vous l'avez vu, non, si par ailleurs, pas effectivement Monsieur Defaille, les 8 vous pouvez millions, dire que combien il y a d'installations de ce type en France, on sait comment ça s'est réalisé, avec quelles subventions, et que donc les subventions qui ont été calées là par les deux postulants sont au même montant, parce que ça correspond à ce qui s'est fait ailleurs. C'est ça, oui, c'est effectivement ce qui s'est fait ailleurs. Combien il y a de villes en France qui ont installé un réseau chaleur? Ce qui peut un peu bouleverser la donne, c'est le nombre de candidats ou le nombre de projets qui arrivent en même temps et qui réclament des subventions. Mais actuellement, l'année 2013 n'a pas été une année où le nombre de projets a été très très important, quoi. Par contre, on ne peut pas préjuger de ceux qui vont sortir dans les mois et les années qui viennent, quoi. Combien de projets comme ça, à peu près, vous nous l'avez dit? Actuellement, on a à peu près 200 installations qui fonctionnent en France, mais pas toutes avec des créations de réseau, donc peut-être 100 ou 120 ou 130. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le prestataire qui a choisi Vic Bigorre? Dalkia. Voilà. Bon, je n'étais pas, moi, là non plus. Dalkia. Bon, on a le droit de le dire fort, hein. C'est pas infamant de parler de Dalkia, sous prétexte qu'il y a Gallego et du Castin derrière. Moi, c'est comme ça. Moi, on a eu une bonne offre, aussi bien à Vic qu'à Tarbes. Bon, mais par contre, j'ai été assistant de la ville de Brive et c'est Cofeli qui a été tributaire du marché à Brive. Bon, donc effectivement, d'un projet à l'autre, les offres sont plus ou moins bonnes et les gens sont plus ou moins bien placés. Monsieur Lourdoux. Ouais, dernière petite question pour bien cadrer cette question des subventions. Donc la clause là de retrait, là, c'est à défaut de garantie d'obtention de 90% du montant de la subvention prévisionnelle. Alors le montant de la subvention prévisionnelle, s'agit-il de 8,5 millions, comme on l'a vu, hein, ou de 8,2 millions 8,5 millions. Donc, bon, j'ai fait un rapide calcul. Ça veut dire que donc, si la subvention était à 7,65 millions, donc le délégataire pourrait se retirer du projet, c'est ça? Oui. Ah, calcul mental, oui. Ouais. Bon. Sauf, on est dans le cadre d'une discussion entre la collectivité et le délégataire, sauf accord de deux parties, mais bien sûr, dans ce cas-là, ça a un impact sur le tarif. Il faut réévaluer là-bas que vous avez vu le tarif de quelques euros, hein, et donc après, c'est un choix concerté entre la collectivité et le délégataire. Je me permets de rappeler le tarif de base que nous avions fixé, 85. On arrive aujourd'hui à combien? 75. 75 et quelques. Voilà. Donc,
les négociations ont permis d'être nettement en dessous du tarif qu'on avait fixé. 85, c'est ce que ça coûte aujourd'hui quasiment, l'énergie qu'on utilise pour le chauffage. On a vu que si les subventions diminuent un tout petit peu, on passerait de 75 à 77, quelque chose comme ça. On voit avec 8 millions, on serait à 77. 8 millions 100, bon, enfin, etc. Je veux dire, ce n'est pas démesuré comme conséquence, surtout par rapport à l'objectif que nous avions fixé, qui était de 85. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, mes chers collègues, je vais être clair avec vous. Je vais être très clair avec vous. Je vais être très clair avec vous. Ce projet, on peut en effet le porter après les prochaines élections municipales. Moi, ça ne me gêne pas du tout. C'est pour ça que je vais vous dire que si la décision qui va vous être proposée tout à l'heure par le rapporteur, éventuellement par le rapporteur, si elle ne réunit pas l'unanimité, je retire le projet. Je le retire. Voilà. S'il n'y a pas d'unanimité sur un projet de cette envergure au service de nos concitoyens, je le retire et il sera éventuellement, par nous ou par nos successeurs, remis sur le chantier après les élections municipales. On perdra 6 ou 8 mois, on perdra peut-être des subventions parce que tout le monde nous annonce que l'enveloppe du fonds chaleur sera diminuée l'année prochaine. Mais il n'y a pas que là d'ailleurs, mais on verra bien. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour terminer maintenant sur les points de fixation, hein, les prurites là, qui s'appellent Ducastin et Gallego, moi je vais quand même rappeler certaines choses. Il paraît que je fais preuve de bienveillance à l'égard du cabinet Ducastin et de l'entreprise Gallego. Est-ce que vous savez combien la mairie de Tarbes a donné de chantier à M. Ducastin depuis que je suis maire de Tarbes? Un seul, la Halle Broban. Est-ce que vous savez, depuis que je suis maire de Tarbes, combien la mairie a donné de chantiers significatifs, je ne parle pas des trucs à 20 ou 30 000 euros, à l'entreprise Gallego? 3 chantiers, dont 2 importants, la Halle Broban et le bâtiment 103 sur l'Arsenal. Le 3e, je ne sais même plus ce que c'est. Le 3e, c'était quoi? C'est des trucs, des travaux au théâtre, je ne sais pas quoi. 2 gros chantiers. Et je vais vous faire une petite confidence, tiens, puisqu'on est entre amis. Est-ce que vous savez quels ont été les grands chantiers qui ont été menés par les municipalités précédentes en 24 ans, de 1977 à 2001? Il y a eu quelques grands chantiers qui ont été menés, il faut le reconnaître. L'hôpital de Les Grottes, l'école de musique, la rénovation du théâtre des Nouveautés, enfin, le cinéma l'Impérial en théâtre. Et enfin, le 4e, la bourse du travail. Oh, j'ai oublié. L'Ormeau. L'Ormeau, je suis désolé, ça pas. Un petit peu. C'est pas. Non, c'était pas un chantier mairie, non, madame. Non, c'est pas un chantier mairie. Un petit peu. Mais vous vous trompez, c'est pas un chantier mairie. Je sais pas, c'est mon père qui doit avoir Alzheimer alors. Je suis désolé, l'Ormeau, c'était un chantier SEMI, OPH, c'était pas des chantiers mairie. Je parle des chantiers mairie. 4 grands chantiers que je viens d'énoncer. Est-ce que vous savez quelles. S'il vous plaît, madame, écoutez-moi. Est-ce que vous savez quelles ont été les entreprises qui ont réalisé ces 4 grands chantiers? Ces 4 grands chantiers. Oui, monsieur Guette, l'entreprise Gallego. Les 4. Voilà. C'est tout, comme ça vous pouvez comparer. Alors, pardon, j'entends pas. Non, c'est pas moi, vous savez très bien qui c'est. Monsieur Guette, vous savez très bien qui c'est, ce n'est pas moi. Madame Vieux en a parlé tout à l'heure et donc je réponds. Et vous savez très bien que Madame Vieux en a parlé parce qu'elle pense que cette délégation de service public doit être exemplaire. Voilà. Et alors qu'est-ce que... Simplement. Et que à partir de là, il me semble... Mais dites-moi ce qu'il y a là qui n'est pas exemplaire. Alors voilà, mais excusez-moi, monsieur le maire, mais il me semble qu'il y a une procédure de délégation de service public. Soit dit en passant, vous regarderez les procès-verbaux, j'étais à toutes les réunions, sauf
aux négociations que vous avez faites, mais qui n'étaient pas à la commission, je tiens à le dire quand même, je ne suis pas à toutes les réunions, mais celle-là j'y étais, simplement qu'il manque une réunion, c'est tout. Alors, qu'est-ce que réunion mais la réunion à laquelle vous faites allusion, voilà. mais enfin, mais bon Dieu, la réunion à laquelle vous faites allusion n'avait plus de raison d'être puisqu'il n'y avait plus de subdélégataires. D'autre part, je voudrais vous poser une autre question. C'est qu'on a une délibération un peu plus loin qui est la délibération 37 sur le terrain qu'on va acheter donc à l'hôpital de Tarbes pour pouvoir installer donc la chaufferie. Je voulais savoir si il y a eu délibération du conseil de surveillance sur cette question-là, ce conseil de surveillance de l'hôpital de Tarbes. Mais madame, étant donné que tout cela se réaliserait sous conditions suspensives, et si les conditions suspensives sont levées, il est bien évident que et le directoire et le conseil de surveillance de l'hôpital seront amenés à proposer cette cession. Pour l'instant, nous ne sommes que dans la réalisation d'un projet sous condition. La condition que l'hôpital veuille bien céder le terrain, pour ce qui concerne un des engagements de la mairie, la condition des subventions et la condition des engagements des futurs abonnés. Mais je le redis, moi, maintenant, si je vous le dis, si il n'y a pas d'unanimité sur ce projet, moi, je ne veux pas faire de guerre dans le contexte actuel. Monsieur Samézard. Oui, merci, monsieur le maire. Ce n'est pas sur le fond de ce projet, moi, que je peux m'opposer. Rappelez-vous nos premières discussions. Notre problème, et s'il vous plaît, n'évoquez pas Vic Montaner là-dessus, communauté de communes de gauche qui a pris le même dispositif que nous prendrions peut-être. Nous ne sommes pas pour des dispositifs de délégation en service public. Donc, conditionner le vote à l'unanimité, alors que je trouve qu'effectivement le projet est intéressant. Je pense aussi qu'il aurait pu avoir l'ambition d'avoir une régie publique. Je le pense. Non, mais ce n'est pas idéologique, ce n'est pas dogmatique. D'autres collectivités locales sont dans cette dimension-là. Je trouve qu'effectivement c'est une bonne chose, c'est un bon projet, mais conditionner sa réalisation au vote à l'unanimité, je ne pense pas que ce soit quelque chose de cohérent. Je vais vous rappeler, monsieur Samézard, que la délégation de service public sur l'assainissement, elle a été accordée à la Lyonnaise des Eaux par la municipalité qui m'a précédé. Hein. Et à l'époque, vos amis, ça ne les a pas gênés du tout. Bien, monsieur Defaille, vous voulez dire quelque chose? Pour le débat, donc, en tant qu'assistant maître d'ouvrage, bon, j'ai accompagné depuis donc une dizaine d'années 25 projets de ce type en délégation de service public et en régie. Hein. Et donc, moi, j'ai pas de... En tant que technicien et en tant qu'assistant maître d'ouvrage, je n'ai pas de religion particulière. J'aime bien travailler en délégation de service public et j'aime beaucoup travailler en régie. Quand je travaille en régie, d'ailleurs, c'est beaucoup plus de travail parce qu'en général, bon, c'est dans des petites communes qui ont recours à la régie pour une raison simple, c'est qu'elles ne trouvent pas de délégataires pour prendre ce type de marché qu'ils considèrent comme trop petit et pas assez rentable. Donc je pourrais effectivement vous présenter les régies, mais on n'a pas le temps qu'on a fait. Je suis sur une régie actuellement à Beaulieu-sur-Dordogne. J'en ai fait une à Saint-Germain-l'Herme qui fonctionne depuis 7 ans et qui marche très très bien. C'est très intéressant. Pourquoi effectivement les grandes collectivités choisissent souvent la délégation de service public, quelle que soit d'ailleurs leur orientation politique. Monsieur Gérin à Vénissieux a fait une chaufferie bois, il a pris la délégation de service public. Bon. Donc c'est parce que la complexité technique, financière, contractuelle et le montage du dossier, même pour une collectivité comme Tarbes qui a des services importants et des moyens importants, est quand même extrêmement délicate à mener. Et donc, ce n'est pas une question de préférence idéologique, c'est souvent la petite commune ne trouve pas de délégataire et de toute façon, elle est bien obligée de le faire en régie, et la grande collectivité se dit c'est quand même pas forcément à la portée de tout le monde de mener cette affaire. Alors ce que je voudrais dire à Madame Vieux, qui a suivi quand même aussi pour lui répondre, c'est que ce que je peux vous dire, c'est que je suis particulièrement vigilant à ce que la procédure et l'équité de traitement entre les candidats soient respectées. Et je n'ai pas à défendre Monsieur le maire, ce n'est pas mon boulot ici, il est capable de le faire lui-même. Mais capable de le défendre tout seul, de cette affaire, devant qui que ce soit. Les choses ont été faites de façon extrêmement régulière. On a fait très attention à ce que tous les candidats soient traités sur un plan d'égalité. Ils ont eu le même cahier des charges.
Les offres ont été analysées de façon totalement objective. Ils ont eu les mêmes questions ou des questions spécifiques quand il y avait des questions qui leur revenaient en particulier. On les a analysées. On a pris le temps de les auditionner et de négocier avec eux jusqu'au terme de ce processus. Et effectivement, il est peut-être un peu dommage que cette réunion ait été annulée, mais c'est vrai qu'elle n'avait plus d'objet et qu'elle allait plutôt dans le sens souhaité, je dirais, un peu par tout le monde, de revenir à un financement classique qui est conforme au droit et conforme à ce qu'on peut attendre d'un délégataire qui prend en main une affaire comme celle-là. Monsieur Guette. Non, si j'en crois les débats maintenant, la présentation du projet est terminée. Bon, et ce qui me fait croire, c'est, comment dire, vos derniers propos, qui sont émaillés, disons, je ne veux pas dire de menace, mais d'une certaine forme de chantage, à savoir, s'il n'y a pas unanimité de notre Assemblée, je retire le projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes une Assemblée délibérante. Nous sommes tous libres d'avoir notre propre opinion et ne pas être soumis, disons, à la menace d'un retrait d'un projet qui est un projet, je le dis d'entrée de jeu, qui est un projet intéressant. Qui est un projet intéressant, à l'image d'ailleurs d'autres projets qui ont été réalisés par plusieurs villes de la région Midi-Pyrénées, et une très proche de nous, disons à Vic-en-Bigorre. Je crois que c'est un projet qui répond, disons, à des attentes liées à la transition énergétique, également aux soucis, qui est tout à fait légitime d'essayer de préserver notre collectivité d'augmentation de tarifs qui ne pourraient éventuellement pas toujours être maîtrisés. Mais, et là je vais vous donner, disons, faire mon explication de vote, j'estime également qu'il y a un petit peu de précipitation. Un petit peu de précipitation pour un projet quand même qui représente 25 millions TTC, qui va engager la collectivité pour 24 ans. Pour 24 ans, c'est pareil. Et avec quand même quelques petits problèmes. Est-ce que vous savez à quoi je termine. Claude, à votre avis, s'engage la collectivité à quoi pendant 24 ans? Et disons, à soutenir le délégataire dans l'exploitation de la chaufferie et du réseau de chaleur. Enfin, écoutez, je peux terminer après vous. Bon. Donc, il y a ce problème. Ensuite, vous dites en ce qui concerne l'hôpital. Enfin, l'hôpital, dans le rapport, j'ai lu que l'hôpital avait donné son accord. Il a donné comment? Ah bon? Mais c'est écrit, il y a un truc, comment? Ah bon? Bon, c'est pas évident. C'est pas évident. Vous croyez qu'on va avancer des choses comme ça s'il n'y a pas d'engagement écrit? Mais oui, mais enfin, enfin, vous nous prenez pour qui, là? Si le conseil, si le directoire ne s'est pas réuni, si le conseil de surveillance ne s'est pas réuni, qui c'est qui a pu donner même cet accord de principe? Bon. Ce sont des accords de principe sous condition. Ensuite, il y a également, bon, pour moi, quand même un questionnement, c'est que Delkia s'engage à réaliser les travaux entre avril 2014 et octobre 2014. Bon, alors là, ça mériterait également. Mais ça a été dit. Ça mériterait également quelques explications. Donc voilà, ensuite l'argument suivant lequel il faut vite signer, vite conclure, au cas où... bon, écoutez, je crois que c'est la semaine dernière. La semaine dernière, s'est tenue à Paris une conférence environnementale où des engagements ont été pris pour justement s'engager dans cette transition énergétique et avec certaines dispositions qui sont prises pour aider aux économies d'énergie et ainsi de suite. Je ne vois pas comment. À ce moment-là, en 2014, on pourrait réduire des fonds qui sont disponibles en 2013. Avec si, naturellement, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui et n'importe comment. Donc, pour toutes ces raisons,
Et je le répète surtout compte tenu de l'engagement que cela représente, compte tenu également de quelques zones d'ombre qui pèsent sur le projet. En ce qui me concerne, je m'abstiendrai. Bien, dans ce cas-là, est-ce que je vous laisse avec vos illusions, bien évidemment, pour ce qui concerne les finances dont disposera l'État pour tous les domaines, d'ailleurs, à partir de l'année prochaine. Il y a une réalité, c'est que les collectivités locales vont être ponctionnées d'1,5 milliard. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Deuxième réalité, il y a là un investissement de 25 millions. Vous avez entendu le nombre d'heures, les dizaines de milliers d'heures de travail qui seront données aux entreprises locales. C'est une chose qui n'est pas négligeable. Si ça vous indiffère, c'est votre affaire. Ensuite, pour répondre à M. Samézard, si nous choisissons la délégation de service public, c'est d'abord parce que nous avons en face de nous des partenaires compétents. Nous, ce n'est pas notre métier, il n'y a personne qui est capable de faire ça. Et deuxièmement, nous n'avons pas, compte tenu de l'endettement qui est encore le nôtre, bien qu'on ait diminué l'endettement depuis 2001 de près de 30%, l'endettement de la ville était tellement énorme qu'aujourd'hui, il était inimaginable qu'on aille endetter la ville en plus de 25 millions d'euros. Ça serait anéantir tout ce qu'on a fait depuis 2001. Donc, hors de question. Moi, je vous remercie, M. Guelz, de m'avoir donné une explication de vote. J'aimerais bien avoir les autres. Marie-Pierre Vieux. Nous, c'est très simple. On est arrivé dans cette séance de conseil municipal avec l'idée de demander un report de cette question, de manière à pouvoir donner une clarté sur un certain nombre de questions qu'on a essayé de vous poser. Voilà. Auxquelles vous avez répondu. On aurait préféré qu'on y réponde avant d'entrer dans cette enceinte. Vous auriez répondu avant, madame, si vous les aviez posées avant. Écoutez, monsieur le maire, on ne va pas refaire le débat. Il y a un certain nombre de questions que j'ai posées avant. Il y a un certain nombre de rendez-vous que nous n'avons pas tenus collectivement. Donc voilà, c'est tout. Il y a un certain nombre de... Non, mais vous ne me convaincrez pas de ce point de vue-là. Vous y tenez à cette réunion sans objet? Des zones... Oui, j'y tiens et je tiens particulièrement à savoir si Dalkia aura les épaules jusqu'au bout. Mais on ne va pas refaire le débat. La deuxième chose, c'est que depuis, je crois que nous sommes dans l'opposition, jamais mon groupe n'a voté une délégation de service public. Je crois qu'Hervé l'a dit avec ces termes. Je ne vois pas pourquoi nous commencerions ce soir. Parce que du temps de M. Erassaré, ça s'est fait pour le parking Place de Verdun, pour l'assainissement et pour d'autres. Écoutez, ça ne les a pas gênés à l'époque. Du temps de M. Erassaré, c'était M. Erassaré. Permettez-nous d'être de notre temps, tout simplement. Oui, voilà, j'ai l'impression que vous pédalez à l'arrière voilà, quand même. Vous ne nous pédalez sérieusement à l'arrière. Écoutez, monsieur le maire, ne nous prenez pas en otage. Si le projet est bon, portez-le. Nous nous abstiendrons. Et puis voilà, il n'y a pas de drame. Monsieur Samézard. Monsieur le maire, juste vous dire quand même que la personne présente ici, je remercie de votre exposé clair et tout à fait transparent, mais enfin, à parler quand même de la possibilité pour les petites communes de faire de la régie publique. Les petites communes y arrivent. Une commune comme la nôtre, qui avait avec des services municipaux tout à fait compétents, je pense que peut-être qu'on aurait pu avoir un projet avec une envergure moindre, mais y arriver aussi. Le projet est intéressant, mais effectivement, comme l'a dit Marie-Pierre Vieux, nous ne sommes pas pour les DSP. Et si vous faites allusion à ce qui a pu se faire par le passé, moi je vous renvoie au maire de Nice qui... oui, non, mais chaque fois on fait ce débat-là. Mais oui, mais excusez-moi, mais le maire de Nice a remis en régie publique le traitement des eaux usées. Et Paris est... Bien. Il n'y a pas d'autres questions? Alors écoutez... Ah, pardon, monsieur Lourdoux. Oui, moi je m'interroge parce que quand vous dites si on ne le vote pas à l'unanimité, je renonce au projet, du coup, je me dis, mais est-ce que vous vous apprêtez à renoncer au projet? Moi, j'aurais bien voté pour, mais si finalement vous nous dites que vous y renoncez s'il y a la moindre abstention, je vais être amené finalement à m'abstenir aussi, quoi. Alors là, c'est le comble. Si vous vous abstenez sur un projet comme ça, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour avoir le concours des écolos. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais écoutez, Marie-Pierre Vieux, voilà ce que je propose. Puisque vous considérez... Pardon? Qu'est-ce que... Marie-Pierre Vieux, voilà ce que je propose. Puisque vous considérez que vous êtes insuffisamment informé, je vous demande, vous et votre groupe et les autres,
de réfléchir au sujet, de me faire part de toutes les questions sur lesquelles vous souhaitez avoir des précisions complémentaires. Nous organiserons une réunion pour répondre à ces questions et je proposerai au prochain conseil municipal la délibération qui était inscrite aujourd'hui. Vous voyez, monsieur le maire, vous êtes d'accord avec nous puisqu'on vous demandait un report au départ. Bon, écoutez, soyez sérieux, s'il vous plaît. Soyez sérieux. Mais écoutez, ça prouve que quelque part, on n'a pas complètement tort, quand même. Alors, attendez. Vous croyez que je suis d'accord avec vous parce que vous me demandez un report alors que vous venez de me dire... C'est bien la première fois que vous nous donnez du temps, hein. Vous demandez un report alors que vous venez de dire que de toute façon, vous ne voterez pas une délégation de service public et que je sais que lors du prochain conseil, vous ne voterez pas non plus, malgré les précisions qui vous seront données. Mais dans un souci de transparence, eh bien, je suis d'accord pour qu'il y ait une réunion et qu'on réponde à toutes vos questions. Et pourtant, je sais que vous abstiendrez la prochaine fois, voyez-vous, je le sais. Néanmoins, je retire cette délibération pour aujourd'hui. J'attends vos questions écrites et nous ferons une réunion. Monsieur Defaille, j'espère que vous pourrez être des nôtres pour répondre à toutes les questions qui nous seront posées. Voilà. Je crois que votre décision, monsieur le maire, est très sage. Bon, moi, j'aime bien effectivement que ces projets partent de façon consensuelle. Parce qu'effectivement, c'est la garantie du succès, quoi. C'est-à-dire que si tout le monde ne tire pas dans le même sens, ce sont des projets assez compliqués, hein, pour tout le monde, pour la collectivité, pour le délégataire, pour les usagers qui réfléchissent et qui vont se poser des questions. Donc effectivement, il vaut mieux discuter, et je reviendrai pour discuter. Juste une remarque quand même, il me paraîtrait quand même dommage de trop traîner, de ne pas déposer quand même pour des raisons de subvention, même si l'an prochain, on nous annonce qu'il y en aura beaucoup, il vaut mieux tenir que courir. Donc ça serait quand même mieux d'essayer de déposer ce dossier avant la fin de l'année. Donc moi je suis à votre disposition pour revenir le plus vite possible pour représenter à la commission toutes les questions qui vous restent sur la langue et qui peuvent éclairer la décision du Conseil. Donc je réunirai un conseil exceptionnel avant le 18 novembre, puisque le conseil suivant était prévu au 18 novembre. Je réunirai un conseil exceptionnel à cet effet. Est-ce que d'ailleurs je peux donner les dates des autres conseils que vous m'aviez donné, mais je ne retrouve plus le papier. Alors 18 novembre, merci, 18 novembre et 16 décembre, vous pouvez déjà noter, et je vous proposerai un conseil exceptionnel quand j'aurai reçu les questions et qu'on aura pu faire une réunion pour donner les réponses, même si je sais quelle sera la position ensuite de l'opposition, mais je ne veux pas qu'il y ait l'ombre d'un doute. Je ne veux pas qu'il y ait une question sans réponse. Voilà pourquoi nous opérerons de cette façon. J'en profite pour vous dire, j'ai oublié de le souligner tout à l'heure, quand je vous ai demandé votre sentiment s'il y avait des questions sur le compte-rendu des décisions prises par le maire. Vous avez vu que dans le compte-rendu des décisions, sur les points 21 à 30, il y avait des attributions de marché. Je me permets de dire que ces attributions de marché que j'ai prises dans le cadre de mes attributions étaient tout simplement les applications des décisions prises à l'unanimité en commission d'appel d'offres et en commission des marchés. Voilà, là aussi, pour la clarté de la chose.